Bonjour, on va commencer doucement. Je vais commencer par simplement peut-être me présenter et présenter en fait ce que je fais et pourquoi je suis là aujourd'hui. Je travaille à la Villa Noailles. Je m'appelle Stéphane Poutin-Lestienne. Je suis historien, docteur, et je travaille depuis une dizaine d'années en fait sur le mécénat de Charles et Marie-Laure de Noailles. Aujourd'hui, nous sommes deux chercheurs et commissaires, et donc mon camarade s'appelle Alexandre Marre, et tous les deux nous menons en fait depuis 5 ans les destinées, souvent en compagnie d'autres chercheurs, les destinées d'une exposition permanente qui s'appelle Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécène, et qui on appelle ça une exposition qui est une sorte de permanente, c'est-à-dire c'est une collection qui appartient à l'association Villa Noailles, de meubles, de documents, de dessins, d'œuvres d'art, de documents d'archives, etc., qui sont agrémentés par des prêts, des dons, des dépôts éventuellement de différentes provenances, de collections privées ou publiques, et qui nous permettent, dans environ 200 mètres carrés, de présenter au public le fruit de nos recherches, et donc de présenter non seulement les clés, d'offrir au public quelques clés pour comprendre le bâtiment de Charles et Marie-Laure de Noailles, que Charles et Marie-Laure de Noailles ont commandé à Malestévin 124, mais également d'appréhender en quelques lignes, en quelques pièces, en quelques vitrines, 50 ans de mécénat, 50 ans probablement du mécénat le plus brillant et le plus farouche, et le plus extraordinaire qui est connu le XXe siècle. Non pas qu'ils soient les seuls, ils ont d'autres concurrents, ils ont d'autres prédécesseurs, d'autres personnalités, mais c'est vrai que je ne crois pas qu'on puisse trouver ailleurs d'autres mécènes qui ont eu à la fois la chance d'avoir autant d'argent en fait finalement à leur disposition, qu'ils ont pu utiliser de façon aussi généreuse envers les artistes qu'ils ont aidés, et il est rare aussi de voir un mécénat qui balaye autant de disciplines, autant d'artistes différents. On pourrait compter environ 250 noms célèbres du XXe siècle qui sont reliés plus ou moins à l'histoire de Charles et Marie-Laure de Noailles, et que je vais vous présenter petit à petit. Et évidemment, le bail des matières, qui est le sujet qui va nous retenir aujourd'hui, vous allez le voir, est en fait, pourrait paraître probablement le sujet le plus futile dans tout leur mécénat. Quand on aide Bataille, Breton, qu'on aide à publier Sade au XXe siècle, qu'on fait scandale avec l'âge d'or de Buñuel, qu'on aborde Picasso, Dali, etc., on pourrait les voir comme des personnages qui pourraient être empreints d'une certaine gravité, et donc on pourrait se dire, bon, ce bal des matières, c'est bien, mais c'est juste un événement mondain. Alors, je vais essayer, en quelques images, de vous montrer que, en fait, Charles et Marie-Laure de Noailles ont aussi cette grande force de pratiquer des allers-retours extraordinaires entre la futilité et le sérieux le plus absolu, entre aider la création tout en s'amusant. Marie-Laure de Noailles, en fait, c'est peut-être, j'aimerais les présenter d'abord comme un couple, mais c'est vrai qu'il faut montrer, on va commencer par elle, une femme qui est l'unique héritière d'une famille de banquiers, les Bischofheim. Donc elle va se retrouver en fait, elle va perdre son père quand elle a 2 ans, et très rapidement ses grands-parents, etc.
Et finalement, elle sera à sa majorité l'unique héritière d'une des 15 premières fortunes de France. Une personnalité qu'on a élevée au calme, qu'on a élevée loin de tout, et qui, notamment à Grasse, et qui finalement, avec la rencontre avec Jean Cocteau, sa rencontre avec Jean Cocteau quand elle a 15 ans, va changer le cours de sa vie. Et là, elle va commencer à s'intéresser à l'avant-garde, s'intéresser à la littérature nouvelle. Très jeune, elle a commencé à lire toutes les langues, à être très cultivée, à posséder une culture extraordinaire, à connaître aussi l'art à travers la collection de tableaux fantastiques de ses grands-parents. Donc c'est avec un héritage non seulement financier, mais aussi culturel, qu'elle va s'avancer et qu'elle va, au contact, Jean Cocteau va être l'étincelle qui va ensuite l'amener à découvrir énormément de choses. Jean Cocteau ici avec Darius Milhaud. Donc, en fait, lorsqu'elle épouse en 1923 Charles de Noailles, un héritier d'une des plus anciennes familles de France, hein, le nom remonte aux croisades, mais aussi un personnage intéressant, d'ailleurs c'est assez drôle. Il y a des croisements comme ça assez intéressants. On s'aperçoit que Charles de Noailles a servi de modèle à un personnage très très secondaire de Proust dans la recherche. La grand-mère de Marie-Laure est un des modèles de la duchesse de Guermantes, et en quelque sorte, c'est dans les salons du comte de Beaumont, sous le regard langoureux justement de Marcel Proust qui meurt doucement, en fait, je dirais, que la rencontre a lieu, que le mariage donc a lieu en 1923, en février 1923, et à partir de là, le couple va devenir un de ces modèles de tendance. On va souligner on va trouver dans les revues de mode des articles entiers consacrés à la façon dont ils s'habillent, la façon aux voitures qu'ils conduisent, les maisons qu'ils construisent, la gymnastique qu'ils pratiquent, les couturiers les bijoutiers dont Marie-Laure se pare, ici photographié 2 fois par Man Ray, habillé une fois notamment par Schiaparelli. Et évidemment, on va parler sans cesse des innombrables amitiés qu'ils entretiennent avec les artistes, et une réputation de mécène qui commence très très tôt, qui est établie, alors même je dirais techniquement, ils n'ont pas encore véritablement fait de gestes de mécène. Ils sont d'abord des collectionneurs d'art moderne, les commanditaires d'une maison, les commanditaires de meubles modernes, mais petit à petit, on va voir que ces aides vont dépasser largement toute ce qu'on attend en fait classiquement d'un mécène, sachant, et c'est important de le souligner, que l'entre-deux-guerres en France est totalement soumis en fait à la volonté des mécènes. Le système des beaux-arts, la Troisième République n'offre que des subventions, des miettes ridicules en fait aux artistes, et donc les mécènes ont un rôle extrêmement important qu'ils vont d'ailleurs perdre après la Seconde Guerre mondiale au profit du nouvel essor des galeries, que ce soit les MACT, etc., par exemple. On est en 1929 et je pense que c'est l'année où ils ont décidé d'organiser ce fameux bal des matières. Je pense qu'il est important de rappeler une chose. Ils se sont intéressés très tôt, depuis au moins 26-27, au cinéma d'avant-garde, et ils ont tout de suite vu les premiers efforts de Germaine Dulac, d'Antonin Artaud, de Man Ray, etc., et qu'ils ont suivi ils les ont suivis dans cette voie et souvent aidés. Et 1929, c'est l'année où ils découvrent sur les écrans
par une sorte de ricochet, puisqu'en fait, ils ont demandé à Man Ray de louer une salle, de faire une projection privée pour le film qui vient de tourner dans leur villa à hier, Les Mystères du Château du Dé, d'avoir une première partie. Cette première partie, c'est Le Chien andalou de Luis Buñuel, qui est une sorte de choc esthétique. Donc en fait, c'est une année absolument charnière pour les Noailles, parce que c'est là où je pense qu'ils deviennent vraiment, à part entière, des mécènes adultes. C'est-à-dire qu'en voyant ce film, ils vont prendre toutes leurs responsabilités de mécènes et décider de vivre la chose totalement en prenant tous les risques. C'est l'année aussi où ils achètent le manuscrit des 120 journées de Sodome. Manuscrit. Alors, pour la petite histoire, la grand-mère de Marie-Laure de Noailles, donc pas du côté banquier, mais du côté aristocratique, c'est Laure de Chevigné de Sade. Laure de Chevigné de Sade, donc héritière du marquis du même nom. Donc, ce qui fait de Marie-Laure une espèce de très lointaine héritière du marquis de Sade. Mais surtout, au-delà de ça, ce n'est pas pour cet aspect anecdotique, je dirais, qu'il s'intéresse au manuscrit des 120 journées de Sodome, mais bien parce qu'ils pensent, comme leurs amis Georges Bataille ou Maurice Hine, à qui ils vont confier ce manuscrit pour en faire une première publication, parce qu'ils sont convaincus que Sade n'est pas juste un pornographe fou, mais bien un écrivain, un philosophe parmi les plus importants du XVIIIe siècle, et ils vont contribuer à faire que Sade reprenne une place dans la littérature et devienne en fait un écrivain du XXe siècle, quelque part. Donc, encore une fois, ils prennent des responsabilités importantes dans cette année-là. Tout comme sur cette photo-là, on voit Luis Buñuel, Georges Auric, dont on va reparler tout à l'heure, et Charles de Noailles, qui tient dans ses mains la première publication, la première édition, c'est des éditions évidemment privées, hein, ce sont pour bibliophiles, de l'histoire de l'œil de Georges Bataille, publiée sous le nom de Lord Auch. Et vous avez la lettre à côté qui se trouve à la Bibliothèque nationale, où vous voyez que c'est Maurice Sachs qui a proposé à Charles de Noailles d'acheter ce manuscrit extrêmement important pour l'histoire de la littérature du XXe siècle. Et cette annotation que j'aime beaucoup, acheter. Pareil, là on retrouve Marie-Laure de Noailles au milieu de quelques amis. Alberto Giacometti, Georges Bataille, Georges Limbourg, le poète, Robert Desnos, Gaston Louis Roux, le peintre, encore une fois Georges Auric et Michel Léris. C'est toute la revue Document, une des revues aussi les plus importantes, les plus marquantes de ce XXe siècle, qui est accueillie là, dans leur hôtel particulier, place des États-Unis. André Gide, Jean Cocteau. Les collages de Max Ernst, qui sont achetés aussi dans cette même année 1929, La femme sans tête. Toujours l'année 1929, Le jeu lugubre de Salvador Dali, découvert à peu près au même moment où se prépare le bal des matières. Et Salvador Dali hier avec Charles de Noailles, l'année suivante. Éluard, Nuche et Breton. Je crois que le chien s'appelle Moloch. Les peintures de Dali. Portrait de Marie-Laure de Noailles par Dali. Voilà, donc en fait, le couple que vous avez devant vous, il me semblait important de souligner leur qualité impériale, rappeler d'abord qui ils sont, avant de voir aussi ce qu'ils ont pu concocter pour cette année-là. Alors, il faut bien comprendre que d'abord, en fait, le bal des matières va se situer dans un endroit spécifique qui est l'hôtel de la place des États-Unis. Alors, là, vous connaissez, je vous remonte vite fait ces images de la villa d'hier, une villa extrêmement moderne, fonctionnaliste, rationaliste.
équipé d'une piscine, avec une terrasse pour le sport. Et le contraste est assez flagrant, en fait, avec l'hôtel de la place des États-Unis, hôtel qui est un endroit en fait qui a été construit par les grands-parents de Marie-Laure de Noailles et par les grands-parents de Bischofheim, et qui ont voulu faire un hôtel particulier de style XVIIIe siècle, extrêmement, comment dire, d'une architecture un peu lourde, un peu banale, un peu construit par l'architecte Sanson, spécialiste de ce genre de pastiche, et que Charles et Marie-Laure de Noailles ne vont pas habiter tout de suite après leur mariage, mais ils vont d'abord décider de nettoyer, en quelque sorte, et d'aménager. Et pour ça, ils vont faire appel à un personnage qui est central aussi pour le bal des matières, c'est Jean-Michel Franck. Jean-Michel Franck, notamment, on va le voir tout de suite, aime les matières, aime ce travail-là. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la salle à manger d'été, qui est une salle à manger, enfin un kiosque, qui va servir pendant le bal des matières de scène, c'est-à-dire ça va être l'endroit de la scène. Et vous voyez déjà qu'il y a quelque chose de très scénographié, de très mise en scène, notamment par ces immenses paravents qui sont ni plus ni moins des paravents en terre cuite. C'est assez étonnant. Des paravents immenses en terre cuite, avec une table en fer et en ardoise. Évidemment, il nous manque en fait il nous faudrait plus de photographies de détail. Les torchères sont d'Henri Laurence. Les bancs sont en cuir et en fer battu. Vous voyez, une sorte de mélange comme ça de matière assez extraordinaire, et le tout est éclairé par 18 phares de voitures dissimulés derrière les paravents. Voilà une autre image de cet endroit qui est en quelque sorte la scène de départ. Devant s'étend le jardin que Paul et André Véra, les frères Véra, qui sont donc Paul Véra est un peintre de Saint-Germain-en-Laye, proche des cubistes, qui ont dessiné ce jardin moderne pour Charles et Marie-Laure de Noailles avec Jean-Charles Moreux. Et c'est Jean-Charles Moreux qui a dessiné aussi cette rangée de miroirs qui sera très célèbre, rangée de miroirs qui s'allonge le long du jardin et qui le dédouble, qui transforme en fait ce jardin en une sorte de théâtre catoptrique, comme on les voyait au XVIIe siècle, et qui le multiplie dans l'espace, et qui aura un effet, donc là encore, une sorte de mise en scène qui se prépare, vous voyez, de scénographie, et qui donc, pendant le bal, va avoir un effet extraordinaire de démultiplication des effets lumineux, des costumes, etc., etc. Vous voyez, comme vu depuis la salle de bal du premier étage, on voit ce jardin. Alors, on notera juste la présence comme ça au passage, encore une fois, d'œuvres d'art fantastiques, notamment une sculpture de Jacques Lipchitz de 1915 qui est posée devant les miroirs. À l'intérieur, encore d'autres jeux de miroirs et d'autres jeux de matière, notamment ce luminaire en cristal de roche. Les Noailles avaient apparemment beaucoup aimé cette idée de Jean-Michel Franck de faire des luminaires dans des cristaux de roche, et ils avaient même demandé à Jacques Lipchitz l'autorisation de refaire les sculptures que vous avez vues en cristaux de roche pour les transformer en fait pour avoir des luminaires, chose qui n'ont pas eu lieu. Il y a une autre sculpture de Lipchitz en haut à droite sur cette sculpture sur cette colonne de marbre que vous voyez ici. Donc l'hôtel est plein de surprises, un plafond doré, un gigantesque Picasso au sable accroché, vous voyez, de manière, on mélange toutes les époques, on mélange des références du XVIIIe siècle avec cet accrochage avec des cordes à la modernité la plus radicale. La pièce la plus célèbre et qui fait dont la description court dans tout Paris comme quelque chose d'extraordinaire en 1925-26 quand elle est inaugurée. Un salon couvert
le fumoir, en fait, un salon couvert de plaques de parchemin. Les portes sont en bronze, il y a des luminaires encore en cristaux, des marqueteries de paille sur les meubles, des luminaires en lame d'ivoire, la table basse est en bronze, etc., etc. Et donc, il y a une phrase célèbre que j'ai repris pour intituler cette partie. C'est Misias Sert qui raconte tout ça en fait à Boris Cokno, et Boris Cokno ne comprend pas du tout ce que raconte Misias Sert et pense que il y a de la paille, du parchemin, et donc il a l'impression que chez les Noailles c'est une hutte de sorciers africains. Tellement c'est des matières étranges qui courent dans tous les sens. Et c'est pas faux, parce qu'il y a aussi ce lit extraordinaire de Legrain que s'est fait faire Charles de Noailles il n'y a pas très longtemps, juste un petit peu avant le bal des matières. De toute façon, Legrain meurt en 29, donc on estime que c'est 27 ou 28. Et vous voyez, c'est un lit recouvert de peau de serpent, enfin de peau de reptile, je ne sais pas exactement quel type de reptile. Et un luminaire en albâtre d'Henri Laurence. C'est encore de la peau comme ça, je dirais presque, il y a un côté cru pour le couvre-lit. C'est assez drôle de penser aussi à cette hutte de sorciers africains quand on sait que Charles de Noailles est le président de la Société des Amis du Musée d'Ethnographie, qu'il y a fait introduire Georges-Henri Rivière, qui donc lui a introduit aussi à son tour la joyeuse bande de documents, et que c'est aussi parmi les intérêts qui courent. Cette image a été prise par Marcel Griol et Michel Léris pendant la mission Dakar-Djibouti en 1931-1933, mission auxquelles les Noailles sont très attentifs et l'ont beaucoup aidé. Georges-Henri Rivière devant la reconstruction du musée de l'Homme. Alors, dernière salle avant dernière matière, c'est le boudoir moderne de Marie-Laure de Noailles, où là, tout est métal. On est toujours dans l'hôtel particulier de la place des États-Unis. Vous voyez, donc toutes les matières cohabitent. On a comme ça un boudoir en laque, en bois laqué, cerné de métal, et des meubles donc de Pierre Barbe, la coiffeuse, de Charlotte Perriand, de Marcel Breuer, etc., etc. Et en fait, les rideaux sont en caoutchouc, enfin sont caoutchoutés. Enfin, tout est extraordinaire. En fait, il n'y a pas une matière normale ici. Donc c'est un véritable bal déjà dans la maison. L'hypothèse, pour moi, donc l'origine de ce thème étrange vient déjà, enfin pour moi, et se répond en fait à un festival de matière qui est déjà à l'œuvre dans la maison, dans cet hôtel particulier. Alors, reprendre quelque chose d'important. Les Noailles n'inventent pas la fête. C'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps et qui est réinventé, je dirais, encore une fois, au début du siècle, comme un festival mondain et comme, je dirais, une célébration importante et qui associe de plus en plus les artistes. Les artistes, vous me direz, Rubens a bien été associé aux entrées de princes, etc. Je crois que Michel-Ange aussi a fait des entrées importantes à Florence, donc on est associé en fait à la pompe, aux circonstances. Mais au XXe siècle, c'est justement un des paris de l'aristocratie de continuer à maintenir les traditions, je dirais, des bals les plus importantes du XVIIIe siècle et de faire preuve tout simplement d'imagination, de créativité dans ces bals. Ne jamais s'ennuyer, être toujours plus à l'avant-garde et créer de la surprise. Alors, on voit Charles et Marie-Laure ici, chez leurs amis, les Faucigny-Lucinge, dans un bal Proust.
Mais on peut citer, je dirais, bien avant, déjà, je pense, les bals. Rapidement, il y a eu les bals de Poiré qui sont extrêmement importants. Tout ce les fêtes qu'il a organisées chez lui au Faubourg Saint-Antoine. Ici, la nuit persane chez la comtesse de Blanche de Clermont-Tonnerre, ça date d'avant la guerre de 1914, on est en 1912, et on a quand même, on voit à quel point il y a un investissement, notamment en fait, l'hôtel particulier de Madame Clermont-Tonnerre est recouvert d'un vélum, d'une tente, qui donne lieu, qui transforme sa cour en une sorte de lieu de fête, d'architecture éphémère, chose qu'on va voir aussi par ailleurs. Pareil, Paul Poiret avait fait même inventer en fait un toit gonflable pour abriter les fêtes par Gabriel Voisin. Mais je dirais le génie qui se dégage de ça, c'est Étienne de Beaumont. Étienne de Beaumont, c'est, comme je l'ai dit, un peu le parrain de Charles et Marie-Laure de Noailles, leur parrain en mécénat. Et pareil, c'est quelqu'un qui a à la fois une réputation complètement futile, et pourtant, si on devait rapidement esquisser tout ce qu'il a aidé, à quel point déjà dans les années 10, il est un soutien important pour Stravinsky, pour Marcel Proust, à quel point il va continuer durant toute sa vie. Il va en 1917, c'est lui, grâce à son argent, que Parade de Cocteau, Picasso, Massine va avoir lieu. Évidemment, il y a le génie de Diaghilev au milieu, mais c'est aussi grâce à lui. Pareil il va faire des films, il va mécéner quand même aussi des choses très importantes dans toutes sortes de domaines, dans la musique, quand on sait que même jusqu'à la fin de sa vie, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va donner la première publique, je dirais, parisienne du Quatuor pour la fin des temps de Messiaen, c'est chez lui. Donc c'est lui aussi, c'est un personnage qui à la fois fait un travail extrêmement sérieux de mécénat et pourtant est d'abord un dieu de la fête. C'est Radiguet qui se sera largement inspiré de lui pour créer le Comte d'Orgel, le bal du Comte d'Orgel, en montrant un personnage fou de fête, en quelque sorte, et qui a une passion pour ça, et qui effectivement retraduit bien ce que fait Étienne de Beaumont dès 1917, rue du Roc, à Paris, dans son hôtel particulier. Il invite les Noirs américains qui sont arrivés à Paris, avec cette musique extrêmement sauvage et étrange. Et c'est la première fois que dans le monde, à Paris, le monde avec un grand M, on entend du jazz. À partir de là, il préfigure totalement les années folles. Et chaque année, il va créer un bal, et il va créer le bal probablement les plus exigeants, avec ses amis Satie, Picasso, Massine, etc. Les chorégraphes, Poulenc, Auric, tous vont faire des musiques, des entrées, des choses qui seront dessinées vraiment. Valentine Hugo et Jean Hugo vont faire des costumes, etc., etc. On va ici Étienne de Beaumont et sa femme Édith qui sont costumés pour le bal de la mode du futur qui a eu lieu en 1923 par Man Ray. Alors j'aime beaucoup, je ne peux pas résister parce qu'il moi il me fait aussi beaucoup rire, et c'est Étienne de Beaumont déguisé en Ray pour le bal de la mer qu'il organise en 1928 en haut à droite. Je rêve de trouver une bien meilleure qualité de cette photo. Voici la mode de demain et chez le comte Étienne de Beaumont, Picasso, Madame Errázuriz, Olga Picasso. Étienne de Beaumont en compagnie de Tony Gandarias, qui est un diplomate neveu de Madame Errázuriz dont on a parlé tout à l'heure, et l'acteur chilien Enrique Rivero. Si on peut en avoir besoin après, merci. L'acteur chilien Enrique Riveros, tous déguisés donc en roi mage pour chez la duchesse de Gramont, que voici.
Elle aussi, une des grandes figures de Paris et une des grandes personnalités de la fête. Ici, donc, une image très, très rafraîchissante de Marie-Laure de Noailles est à droite, durant une entrée chez la duchesse de Rochefoucauld en 1928. Ces étranges mises en page en fait proviennent des scrapbooks de Marie-Laure de Noailles, donc j'ai gardé la mise en page. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la photo de Man Ray qui montre l'entrée, une entrée assez étrange qui va avoir lieu en 1930. On va retrouver Christian Bérard, Boris Coquenot, Louise Bousquet, je crois, et Jean-Michel Franck, dans cette mise en scène assez étrange d'une entrée qui ne bouge pas et qui va donc donner lieu à cette magnifique image de Man Ray durant le bal blanc chez les Pesci Blunt. Là, c'est une image extraite du film Biceps et bijoux que Charles et Marie-Laure de Noailles ont commandé d'abord à Marcel L'Herbier, mais qui, n'ayant pas pris les Noailles au sérieux, a préféré déléguer simplement un assistant Jacques Manuel. Donc ce film un peu improvisé, mais qui a le talent de montrer les Noailles en images et leurs amis et l'usage de la villa. Et donc là, c'est une fête où on voit Baba de Faucigny-Mussinge en grande démonstration chorégraphique. Donc le 1929, comme je vous disais, c'est aussi janvier 1929, c'est le tournage des Mystères du Château du Dé de Man Ray, qui est une sorte de fête en soi, et qui donne lieu à cette très célèbre série, puisque en fait, pour faire en fait, il faut bien comprendre que les Noailles, comme Étienne, il y a un passage génial du conte d'Orgel où soudainement Orgel est avec ses amis et dit bon, allez, on fait la fête. Et donc soudainement, tous les amis se répandent dans l'hôtel particulier. Ils arrachent tout ce qu'ils trouvent, les abat-jours, les couvertures, ils sortent les vieilles trucs, et c'est une rage directe pour se déguiser, se transformer, jouer un rôle, inventer des scènes, etc., trouver de la musique. Et en quelque sorte, ces images, pour moi, font écho. 6 ans après la mort de Radiguet, on voit bien ce côté en plus un peu Quasar, hein, c'est-à-dire on improvise son costume, on le transforme, et voici la vicomtesse de Noailles, cette grande mécène avec une passoire sur la tête. Voilà, une belle brochette, je dirais. Marcel Raval, éditeur des Feuilles, qui édite avec un abat-jour sur la tête, et Étienne de Beaumont en fakir, Germaine, qui est la belle-sœur de Marie-Laure. Nous avons aussi Dominique Desoulières, Bernard Desoulières, excusez-moi, qui est un ami de Charles de Noailles. Lily, la comtesse de Pastré, qui elle aussi va devenir une mécène importante, notamment avec un rôle important dans la Seconde Guerre mondiale. Marie-Laure et Charles, et des amis en eux, Evelyne Orlowska, et Alice de Montgomery. Et en bas, Man Ray, qui est un petit peu, ironique au milieu de toute cette mondanité. Alors il raconte dans ses mémoires qu'en fait, les Noailles lui avaient fait extrêmement plaisir, puisqu'en fait, au cours, il les avait rencontrés d'abord, il avait fait des photos du salon de Jean-Michel Franck, les photos que vous avez vues en fait là, de l'hôtel particulier sont toutes de Man Ray, et datent de 1927, et Charles de Noailles avait acheté des œuvres aussi à Man Ray, notamment le Lampshade, et il propose à Man Ray de venir à une fête, mais pas en tant que photographe, en tant qu'invité. Donc c'est-à-dire comme Étienne de Beaumont, les artistes ne sont pas simplement des fournisseurs, ou ne sont pas juste des amuseurs, ils sont considérés ensemble. Donc la fête est aussi un moyen de mélanger justement les différents mondes et les différents niveaux sociaux. Alors la description de
de Man Ray est extrêmement drôle parce que, évidemment, il n'a pas les mêmes moyens que les autres pour se créer un costume. Donc, il prend un sac à linge en rayonne, puisque le thème est encore le futur ou quelque chose comme ça, le thème du futur, et il fait il improvise son costume et évidemment il sent bien qu'il a l'air tout à fait minable à côté des costumes réalisés par des couturiers, puisqu'en fait, comme vous allez le voir pour le bal des matières, à l'époque, si on en avait les moyens et la volonté, on pouvait véritablement se faire pour une soirée un costume exceptionnel. En l'occurrence, Marie-Laure de Noailles, ici, pour un bal. Alors, je ne sais pas exactement si c'est le bal de la mer d'Étienne de Beaumont ou si c'est ce fameux bal dont parle Man Ray, mais elle est dans un costume justement dessiné par Jean-Michel Franck, un costume à la matière étonnante, une matière qui ne sont que des peaux de poisson. Ces peaux de poisson qui sont généralement utilisées dans l'ameublement, qui vont être transformés en galuchas. Donc je suppose que Jean-Michel Franck est allé chez le Chanot, la société qui réalise les meubles qu'il fait. Il utilise notamment le galucha, entre autres matières étonnantes, et il a composé ce costume éphémère. Donc, passons à la fête des fêtes. Pour se distinguer de tous les bals futuristes, des bals, je dirais, à titre exotique, des bals connus, Charles et Marie-Laure de Noailles décident d'avoir un thème complètement extravagant, complètement différent. Donc voici l'invitation que vous auriez reçue si vous étiez né à la bonne époque. Vous voyez, très simple, très anodine. On dirait qu'on est on est bien, on y vient caché, mais pourtant, on est prié de ne pas venir en étoffe usuelle d'habillement. Suggestion: toile cirée, vannerie, végétaux, plumes, cuir, tissu d'ameublement, papier et cartonnage divers, etc., etc. Donc là, il va falloir se creuser la tête. Et je pense que c'est là où il y a vraiment cette manière fantastique qu'ils ont. On rit, quoi, évidemment, avec tout ça. Ça serait trop long de citer tous les noms des personnages, éventuellement des costumiers qui ont fait ça. Alors j'aime beaucoup cette image où on retrouve notre ami Tony Gandarias qui tient la jambe de Baba de Faucigny-Mussinge, qui s'appuie sur le duc de Verdura. Il y a un inconnu, mais ensuite le seul qui n'est pas déguisé, c'est Max Jacob. Voilà, alors je vais vous montrer un certain nombre d'images comme ça, qui est absolument magnifique, qu'on va retrouver dans toute la presse. Il y a énormément, toute la presse mondaine, mondiale, je dirais, rapporte l'événement. Il y a quelque chose qui se passe place des États-Unis cette soirée de juin. C'est Édith de Beaumont qui a raconté tout ça dans un article assez fantastique où déjà elle décrit les concierges, enfin toutes les petites gens autour qui assistent, enfin qui se groupent autour donc de l'entrée de la place des États-Unis pour voir arriver les gens dans leurs costumes fantastiques. Et par contre, vous avez vu le jardin que je vous ai montré tout à l'heure est entièrement couvert d'une tente gigantesque qui contient les marronniers qui sont dedans. Donc c'est comme un événement, quoi. Vous voyez, comme la tente qu'on a ici à côté. Enfin, il se passe quelque chose. On a mis des véritables moyens. La salle à manger est transformée en scène, comme je vous ai dit, et on a des projecteurs qui envoient de la lumière, qui se renvoie dans les miroirs, qui éclairent les marronniers. Enfin, on a quelque chose là d'incroyable. On a tout Paris qui arrive là. Continue à montrer. Et donc Édith de Beaumont raconte au milieu de toute cette agitation, Charles et Marie-Laure de Noailles, en costume de toile cirée, se font photographier
Parce qu'il y a au moins, je pense qu'il y avait au moins 3 photographes. C'est-à-dire qu'il y a 3 salons qui sont donnés, enfin 3 pièces en tout cas, qui sont données aux photographes. Donc vous voyez le système de médiatisation. Il y a un salon pour Vogue, l'équipe Vogue, Honegan Yoon notamment, un salon pour Henri Manuel, frère, qui est un grand photographe connu, et Paul Audoyer, également un des grands noms de la fête, enfin de la photographie mondaine. Donc en fait, les invités vont passer comme ça de photographe en photographe, et donc on va voir, on peut les reconnaître. Les Henri Manuel, c'est devant le paravent, Audoyer, c'est devant un velours noir. Alors il y a notamment le peintre Dresa. Enfin, il faut imaginer qu'à l'époque, il y a des costumiers. Il y en a un qui s'appelle Willy, et qui notamment a réalisé beaucoup de costumes pour l'époque. Il y a des fois même il y a des catalogues où on peut acheter des costumes. Il y a des costumières qui sont spécialisées là-dedans et qui peuvent vous réaliser votre rêve, tout ce que vous voulez. Ici, Valentine Hugo et Paul Morand. Paul Morand, c'est tout simplement déguisé dans ses livres. Et Valentine Hugo en nappe de papier. Là, quelques copines de la haute, en absolument une superbe photographie de Audoyer. Ici, encore, témoignage aussi du fait qu'on invite les artistes, encore une fois, c'est Henri Laurence et sa femme en nappe à carreaux. Voilà, ça c'est une revue sud-américaine, j'ai oublié exactement Argentine, je pense. Voilà, Crónica de Paris, Recuerdos de Ballet de Trayes. Et on voit effectivement ces photographies qui font le tour du monde. Alors là, évidemment, on ne peut manquer que de remarquer à quel point la robe de Lady Abdi en morceaux de miroir est particulièrement sublime et d'une certaine manière annonce la mode des années 60 presque. Vous voyez, enfin, ce côté futuriste, on peut oser vraiment énormément de choses. Donc évidemment, tout ça est publié dans Vogue, à travers un nombre incalculable d'organes de presse. Alors, on va finir par un aspect qui est peut-être les choses, on va revenir en quelque sorte aux choses sérieuses, le spectacle. On sait par la correspondance Charles de Noailles et Francis Poulenc que le bal se prépare 1 an à l'avance. Les Noailles, donc en 1928, après s'être déguisés en peau de poisson, etc., on décide, au cours de l'été 1928, donc, de faire un bal gigantesque et pour cela de commander à plusieurs artistes un spectacle. C'est-à-dire que et la commande vraiment est sérieuse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire une petite musique d'entrée, 3 minutes, un petit motif au piano, quelque chose, un petit costume. Non, il s'agit vraiment de faire un vrai ballet et une vraie petite cantate. Et ils vont faire aussi appel à Étienne de Beaumont pour créer ce qui va être la partie centrale du spectacle, qui va au centre, qui va être encadré par les pièces de musique que je dirais sérieuses. Et c'est le divertissement gothique, qui réunit une trentaine de personnes de la haute société et qui vont donc interpréter des entrées comme on le faisait au XVIIIe siècle. C'est une sorte de spectacle, vous savez, d'amateurs aristocratiques, à la fois distingués, étranges, et qui témoignent en fait presque d'un goût surréaliste et extraordinaire. Et donc ici, il s'agit d'interpréter les grandes figures mythologiques du Moyen Âge. Donc les animaux héradiques, le roman de la rose, etc., etc., le jeu de cartes. Et Étienne de Beaumont Édith de Beaumont tient le rôle de la chimère et
et Étienne de Beaumont celui du lion. Alors, une seconde, juste avant, tout ça est précédé par un numéro totalement différent encore. Vous voyez la diversité. Ce sont les Rocky Twins, des frères jumeaux suédois qui font un tabac à ce moment-là à Paris avec un numéro de claquette jazz. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose. C'est eux qui font l'entrée en quelque sorte, et on est vraiment dans tous les registres, et on reprendra en fait une fois le spectacle, la dernière musique de Poulenc terminée, on va reprendre avec du jazz, et là c'est Georges-Henri Rivière et toutes ses accointances avec le jazz et avec la Revue Nègre qui va permettre aussi de transformer aussi encore une fois la soirée, et qui va devenir une soirée dansante. Alors, on va d'abord évoquer, on va pas du tout mettre les choses dans l'ordre. Pourquoi? Mais ça me semblait important en plus d'évoquer Obade ici à Fontainebleau, puisqu'en fait l'œuvre s'est achevée ici à quelques centaines de mètres, puisque c'est la mère de Charles de Noailles qui vivait donc dans l'Ermitage Pompadour, pas très loin d'ici, et qui a accueilli Francis Poulenc. Comme je vous l'ai dit, la commande a lieu en 1928. L'idée, c'est de faire un ballet. Francis Poulenc a déjà fait un ballet pour les ballets russes, les Biches, et là, il a envie de recommencer. Un ballet sur la chasteté de Diane. La chasteté, alors attention, c'est une chasteté qui lui pèse, une chasteté qui est très dure. Et donc c'est un ballet de solitude féminine qui avait un scénario très précis, une volonté très précise de la part de Francis Poulenc, et qui d'ailleurs n'a plus jamais été représenté comme il l'avait voulu après cette soirée chez les Noailles. Alors c'est aussi une sorte de mélange, en fait. Il fait appel à... alors ce que vous avez vu là, c'est la diapositive, enfin en quelque sorte, la plaque de lanterne magique qui était projetée juste avant le spectacle. Et voici la danseuse principale. Je suis désolé, j'ai oublié de son nom, ça ne me revient pas sur le coup. C'est vraiment des danseuses. Alors c'est Nijinská quand même qui fait la chorégraphie. Nijinská, c'est quand même la sœur de Nijinsky et une des plus grandes chorégraphes des années 20. Donc, le chef d'orchestre qui fait tout ça, qui suit tout ça, c'est Vladimir Golchman. On n'a pas embauché, si vous voulez, un petit chef d'orchestre comme ça à la volée. On a fait appel à Vladimir Golchman, grand chef des ballets russes et des ballets suédois. On va écouter juste, histoire de se rafraîchir en quelque sorte la mémoire, quelques notes, quelques mesures d'Obade. Alors, Obade est un concerto chorégraphique pour un piano tenu par Francis Poulenc et 18 musiciens. C'est une œuvre qui donc a été commandée en 1928, qui a eu beaucoup de mal à venir. En quelque sorte, la tristesse et la solitude de Diane devient celle de Francis Poulenc, qui, après une déception amoureuse, sombre en fait dans une dépression extrêmement forte, et c'est là que Charles et Marie-Laure de Noailles s'avèrent ne pas être simplement des chéquiers sur pattes, mais véritablement des amis, des êtres humains, des gens qui tiennent en fait à ça, et plutôt que surtout, c'est pas la question d'aider simplement à la création de l'œuvre, mais ils vont tout faire pour soutenir Poulenc et le sortir en fait de sa dépression. Et il dira d'ailleurs que dans sa dédicace que cette œuvre donc leur appartient doublement, à la fois par cette commande et par cette preuve d'amitié qui leur a été faite. Francis Poulenc à la Villa Noailles,
dans les années 30. Alors, c'est la seule œuvre, cette œuvre a un destin quand même fantastique. Elle est jouée donc ce soir-là, en juin 1929, et très vite, elle va être reprise. Les Noailles, en fait, n'en ont demandé finalement jamais plus que l'exclusivité de la première. Et très vite, l'œuvre prend sa vie et est jouée dans différents concerts à travers l'Europe et devient donc une des œuvres phares qui continue. C'est un moment important d'ailleurs dans la carrière de Poulenc, qui a le concerto chorégraphique, etc. Et un certain nombre de concertos champêtres, un certain nombre d'œuvres qui marquent vraiment la transition. Le jeune Poulenc du groupe des Six cède vraiment la place à un grand maître, un nouveau jeune maître français, et donc la commande en fait est vraiment importante aussi pour ça, parce qu'elle aide vraiment Poulenc à se défaire en fait de ses réflexes de jeunesse et à s'imposer dans l'Europe musicale, ce qui va être effectivement le cas. Et cette œuvre va être jouée, je dirais, en continuité pendant de longues années. Alors, le divertissement gothique, voici quelques-unes des images qu'on a, que j'aimerais vous montrer aussi. Je pense que on va aller très rapidement. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Tout cet imaginaire gothique retranscrit en papier aluminium et cartonnage et toile cirée. Édith de Beaumont qui tient le rôle principal ici avec ses deux anges. Lady Abdi en licorne. Et arrive enfin Étienne de Beaumont en lion. Et vous allez voir à quel point il est dans son rôle. Il est un véritable showman, un personnage assez extraordinaire. Donc en fait, c'est une sorte d'apothéose assez extraordinaire. Donc Édith de Beaumont raconte dans son texte qu'elle agrippe les deux masques et elle entre dans la scène finale, l'apothéose. Et on voit effectivement cette photo extraordinaire dont on ne sait pas qui est l'auteur, qui a été miraculeusement conservée dans les archives d'Étienne de Beaumont. Et on voit vraiment, on a l'impression qu'on est dans un concert de David Bowie en 1973. Alors, à côté d'Étienne de Beaumont, à la piscine de la Villa Noailles, c'est Jean Hugo. Et ici, Georges Auric. Jean Hugo et Georges Auric vont collaborer dans une œuvre qu'on a pu revoir hier. C'est Jean Hugo ici, photographié dans Vogue. Un tableau de Jean Hugo fait à la Villa Noailles qui représente hier. Et cette œuvre, c'est le Faust magicien. Alors ici, je ne pourrais pas vous passer de musique, puisqu'en fait, la musique a disparu, tout comme le livret qui est dû à Louis Laloy, qui est un musicologue et librettiste célèbre. Et c'est une œuvre quand même qui montre en fait je dirais, résume bien cet aspect presque éphémère, immatériel de la fête. Il s'agit d'une œuvre donc sur plaques de verre, 30 plaques de verre peintes par Jean Hugo, ce sont généralement 2 plaques de verre on cuit la peinture au four, on referme les plaques de verre et on raconte à travers ça dans un langage, vous voyez, qui manipule les références à la Renaissance, l'histoire de Faust, de Goethe et Marlowe, un petit peu mélangée. On a retrouvé un petit peu les traces, mais il nous manque toujours la complétion. Alors il se trouve que c'est encore une œuvre complète, puisque là il faut aussi 18 musiciens pour jouer la musique d'Auric, 3 chanteurs et qui sont invisibles et qui donc accompagnent cette projection de 30 plaques magiques, de lanternes magiques au début du spectacle. C'est sur ces images extraordinaires que je voulais vous conclure, en essayant effectivement de vous montrer à quel point les choses s'intercalent en fait chez les Noailles. On essaye de faire tomber les différences entre les disciplines, entre les époques,
dialogue entre les genres. Il y a, d'une certaine manière, en gros, un rendez-vous pour les arts, une célébration et surtout, je pense, à un sentiment de liberté qui est le moteur de la création, je pense. Voilà, je vous remercie.